Parlons d'un des moments les plus inconfortables de toute la saga Naruto, quand Sakura fait une fausse déclaration d'amour à Naruto. À ce moment-là de l'histoire, Sasuke est devenu un criminel international qui risque de provoquer une guerre entre le pays de la foudre et le pays du feu. Naruto veut malgré tout ramener Sasuke à Konoha à tout prix et accepte de se faire défigurer par Karui pour le protéger. Sakura apprend cela de la bouche de Sai. Sai rappelle à Sakura que Naruto lui a fait une promesse des années plus tôt, celle de ramener Sasuke au village. Depuis, il n'a eu de cesse de se démener pour honorer cette promesse, en partie parce que c'est comme cela qu'il conçoit son Indo, mais aussi parce qu'il est amoureux d'elle depuis l'académie. Sai est formel. Il est temps de ne plus se reposer que sur Naruto. Les autres ninjas et Kunoichi de Konoha doivent aussi agir. Sakura se décide alors, elle va protéger Naruto et le délivrer de sa promesse. Elle va le persuader de cesser de se mettre en danger pour ramener Sasuke. Si ce sont les sentiments de Naruto envers elle qui l'ont poussé à entreprendre cette quête, alors seuls ses sentiments envers lui pourront le convaincre d'y renoncer. Sakura fait donc une fausse déclaration d'amour à Naruto devant témoins. Et dans le contexte de l'histoire, cette scène est franchement difficile à regarder. On a le sentiment que Sakura est complètement à côté de la plaque. Manipuler Naruto par les sentiments pour qu'il apprenne ensuite que ce n'était qu'un mensonge, c'est juste mal. Mais pourquoi est-ce que c'est mal, exactement? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que Sakura se trompe dans cette situation? Une réponse se trouve dans la théorie de l'éthique du care. L'initiatrice de l'éthique du care est une psychologue et éthicienne américaine nommée Carol Gilligan. Elle travaille à Harvard dans les années 70, à une époque où on considère que les filles sont moins douées que les garçons pour prendre des décisions morales. À cette époque, on pense aussi que la morale relève principalement de la justice. Résoudre un problème moral, c'est donc trouver la solution la plus juste. Carol Gilligan est très sceptique. Elle n'adhère pas à l'idée que les filles sont moralement moins performantes que les garçons ou que la justice devrait être la seule mesure de la moralité. Elle passe donc du temps à évaluer les perspectives des filles sur un dilemme moral et à les comparer à celles des garçons. Elle veut ainsi voir si des perspectives qui ne sont pas centrées autour de la justice peuvent tout de même avoir une valeur morale. Elle épluche une étude réalisée quelques années auparavant et remarque deux enfants en particulier, Jake et Amy. Le scénario à résoudre était le suivant. L'épouse d'un homme nommé Heinz est très malade. Le médicament qui pourrait soigner son épouse est disponible à la pharmacie, mais Heinz n'a pas l'argent pour se le payer. La question est donc, Heinz devrait-il voler le médicament? Jake pense que Heinz devrait voler le médicament. Il considère la valeur de la propriété et la valeur de la vie, et en déduit que la vie a plus de valeur que la propriété. Jake est si confiant de sa réponse à ce dilemme qu'il va même jusqu'à dire qu'il a l'impression de résoudre un problème de maths avec des êtres humains. Toute personne rationnelle arriverait à la même conclusion. Sa solution est la solution. Amy, quant à elle, pense que Heinz ne devrait pas voler le médicament. Il devrait plutôt essayer d'emprunter l'argent ou de trouver un job en plus qui lui permettrait de gagner cet argent. L'intervieweur insiste un peu plus. Et s'il ne peut pas emprunter ou gagner l'argent, est-ce qu'il devrait alors voler le médicament? Amy répond que non. Et voici comment elle se justifie. S'il volait le médicament, il sauverait certes son épouse à ce moment-là. Mais s'il vole, il pourrait aller en prison. Et alors sa femme pourrait devenir encore plus malade et il ne pourrait pas obtenir le médicament et donc ça pourrait être pire. Donc il devrait juste en discuter et trouver un autre moyen de gagner l'argent. Pour Carol Gilligan, au lieu de résoudre ce dilemme éthique comme un problème de maths avec des êtres humains, Amy l'a vu comme une narration de relations qui s'étend dans le temps. Il s'agit là d'un tout autre type de calcul moral. D'un côté, la perspective uniquement préoccupée par la justice est prête à accepter que quelqu'un dans cette situation va souffrir. La question devient alors, comment peut-on distribuer cette souffrance de la manière la plus rationnelle et la plus juste possible? D'un autre côté, Amy accepte qu'il n'y a pas de réponse morale parfaite. Elle prend en compte le contexte de la situation, les relations des personnes concernées, le monde dans lequel elles vivent et tente d'arriver à une solution où personne ne doit souffrir. L'intervieweur insiste pour qu'Amy continue à justifier son refus de voler la pharmacienne, mais elle se ferme de plus en plus à chaque question, se sent de plus en plus intimidée et a l'impression qu'elle ne peut pas expliquer logiquement, mathématiquement, son point de vue. Devant l'insistance de l'intervieweur, elle finit par lâcher. Écoutez, je pense juste que c'est mal. Carol Gilligan conclut la chose suivante. Amy a une perspective entièrement différente sur ce dilemme moral et un but entièrement différent pour sa résolution. Elle ne veut pas obtenir une justice parfaite, mais plutôt la préservation des relations impliquées dans cette situation et l'équilibre de la société. Pour Carol Gilligan, cette perspective a une valeur morale en soi. Par conséquent, penser à la morale uniquement en termes de justice est une théorie erronée. On peut avoir une éthique qui care about people, qui se soucie des individus, des relations
et de la société. Cette éthique du care nous donne des clés pour comprendre pourquoi les choix de Sakura sont si dérangeants. Sakura, comme Jake, a tenté de résoudre cette situation comme un problème de maths avec des êtres humains. Elle a pesé la valeur des sentiments de Naruto en face de la valeur de sa sécurité. Elle a accepté la souffrance de son ami comme inévitable et comme valant le coup pour le garder en vie et pour éviter un incident diplomatique. D'un côté, elle a pas tort, seulement voilà, manipuler les sentiments de Naruto, c'est juste mal. Sakura ne considère pas les différentes relations en jeu dans cette situation. Elle ne considère pas comment ses actions pourraient affecter la confiance, les sentiments et l'estime que Naruto a pour elle. Elle ne considère pas non plus les relations qu'elle a avec les témoins de la scène. Je veux dire, il suffit de voir la tête de Yamato pour comprendre qu'il ne verra plus jamais Sakura de la même manière. Si Sakura avait eu une petite Amy sur son épaule au moment de prendre sa décision, peut-être qu'elle aurait passé plus de temps à considérer toute la narration de relations impliquées dans cette situation. Elle aurait peut-être donc pu penser à ce dilemme moins comme un problème à résoudre et davantage comme un équilibre à trouver.